Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après un lancement surprise en novembre dernier lors de l'EICMA 2023, j'ai pu essayer la toute nouvelle V-Strom 800 DE, DE pour Dual Explorer, soit enfin un trail Suzuki qui ne cache pas ses intentions d'aller tâter aussi bien la terre que le bitume. Et pour une fois, chez le constructeur japonais, on peut réellement parler de vraies nouveautés puisque cette moto est 100% nouvelle, ou presque, avec un tout nouveau moteur, un nouveau design, un nouveau cadre, une nouvelle partie cycle. Bref, vous avez compris, ce n'est pas un restylage ou un modèle dérivé d'un modèle existant, mais bien du neuf qui, personnellement, m'évoque beaucoup de réminiscences de l'époque du fameux DR 800 Big, qui était la moto polyvalente 50% route, 50% chemin de chez Suzuki dans les années 90. J'ai eu l'occasion d'avoir un modèle du parc presse de chez Suzuki France apprêté là durant une semaine, et j'ai pu ainsi parcourir 800 km à son guidon, aussi bien sur tout type de route que dans les chemins, qui sont d'ailleurs assez boueux en ce moment, je vous l'accorde. Cela m'a ainsi permis de me faire une bonne opinion sur cette grosse nouveauté pour Suzuki, puisque cette 800 DE va leur permettre de se lancer dans le marché très actif et très prisé du trail de moyenne cylindrée, à savoir dans les 800-900 cm3. Alors, est-ce que cette première version de la V-Strom 800 DE est réussie? Quels sont ses points forts et ses points faibles? Parvient-elle à créer un petit truc qui la rend attachante au quotidien? Arrive-t-elle à se différencier dans ce paysage déjà chargé du trail de moyenne cylindrée? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai. Pour ceux qui découvriraient mes essais moto pour la première fois à travers cette vidéo, sachez qu'ils sont assez complets et que tous les sujets seront passés en revue. Donc n'hésitez pas à vous poser dans votre canapé ou votre siège de bureau avec un café ou un soda, puisque l'on parlera donc du design, puis de la finition, qualité de fabrication. Ensuite, on abordera les caractéristiques techniques et les équipements. Puis l'on attaquera l'usage sur route, l'usage en tout terrain, et l'on terminera par les chapitres de consommation, coût d'entretien, tarifs, comparaison avec la concurrence, pour enfin aboutir à la conclusion de cet essai de la V-Strom 800 DE avec laquelle j'ai pu passer une grosse semaine. Et comme d'habitude, le chapitrage de tous ces éléments est disponible dans la timeline de cette vidéo. Allez, c'est parti! Démarrons tout d'abord par le design de cette 800 DE, et côté look, le constructeur japonais s'est engagé dans un tout nouveau style qui ne ressemble ni à la 650 ni à la 1050, et il préfigure peut-être le futur aspect de sa petite et grande sœur. D'un point de vue purement personnel, puisque la notion d'esthétisme reste purement subjective, j'adore ces lignes en mode polygonal presque taillées à la serpe. Je trouve que cela lui donne un air agressif et affûté, surtout au niveau du bec qui me rappelle vraiment le DR 800 Big. Il y a un petit côté rétro dans cet ensemble, et je dois admettre que c'est la première fois que je trouve un V-Strom stylé, à part le jaune qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais en gris ou en noir qui sont les autres coloris proposés, j'aime beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne ressemble pas à ses concurrentes, et cela fait plaisir maintenant de voir chaque constructeur poursuivre une voie de design qui leur est propre. Cela créera forcément des clivages entre motards, puisque les goûts et les couleurs ça ne se décide pas, mais cela permet en tout cas d'avoir une palette de styles de trail très riche. La finition et la qualité de fabrication sont en hausse si je la compare aux V-Strom 650 et 1050 que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne YouTube. Les assemblages entre les différentes pièces de carénage sont bien faites, cela ne bouge pas et ne craque pas. Les plastiques font plus cossu que sur les autres modèles de la gamme, avec l'usage de plastique plus épais, d'aspect mat, fini le plastique noir brillant, c'est pas plus mal. La peinture est de belle facture et ne fait pas fragile non plus. Les passages de câbles sont bien réalisés, aussi bien au niveau du guidon que du moteur, et cela crée un ensemble qui n'a clairement pas à rougir face à la concurrence. Après, si je devais pinailler, parce que vous le savez, j'aime bien faire attention aux petits détails, je regrette juste la présence d'une grosse soudure sur le bras oscillant qui est tout en aluminium sur cette moto et est fait de 3 parties. Mais bon, le fer monobloc, ça aurait coûté sûrement beaucoup plus cher. Pour ce qui est des commodos, ils sont repris en grande partie de la V-Strom 1050, offrent toujours un bon toucher de commande, mais ne sont pas rétroéclairés. Cela ne m'a d'ailleurs pas gêné car il y a très peu de boutons. On est très loin du côté manette de console de jeu technologique d'une Africa Twin ou d'une GS, donc on se repère très facilement au niveau des commandes, même dans le noir, mais il fallait que je vous le signale. Abordons maintenant les caractéristiques techniques de cette 800 DE, et côté moteur, on retrouve un bicylindre parallèle de 776 cm3, développant 84 chevaux à 8500 tours minute et 78 Nm de couple à 6800 tours minute. D'ailleurs, si on regarde les courbes de couple moteur, on voit que la majorité du couple est disponible très rapidement dès les plus bas régimes, ce qui est de bon augure pour les reprises en sortie de virage ou en tout terrain. On retrouve une boîte de vitesse à 6 rapports menée par un embrayage à câble avec poignée d'accélérateur électronique et une transmission par chaîne.
Le cadre sera quant à lui en acier avec une boucle arrière boulonnée et ce cadre fait d'ailleurs tout le tour du moteur avec une partie supplémentaire boulonnée sur l'avant et le dessous. À l'avant, on retrouvera une fourche inversée Showa entièrement réglable en précharge, compression et détente avec des outils. La jante à chambre à air, car ce n'est pas du tubeless, sera en 21 pouces et l'on trouvera dessus un Dunlop Trailmax Mix Tour en 90-90-21 de série avec un freinage fait de deux disques de 310 mm de diamètre mordus par des étriers axiaux Nissin à deux pistons. Pour l'arrière, on aura aussi un amortisseur Showa avec un modèle à bonbonnes séparées, lui aussi doté de réglages en compression détente avec des outils, et aussi un réglage en précharge avec une molette. La jante tube type sera ici en 17 pouces avec un pneu en 150-70-17 et un système de freinage fait d'un monodisque de 260 mm de diamètre, mordu également par un étrier Nissin en simple piston. L'ensemble vient ainsi proposer 220 mm de débattement, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec une garde au sol de 220 mm également, ce qui est une première dans la gamme V-Strom. Concernant ses dimensions, la moto fait 2,34 m de longueur sur 97 cm de largeur et 1,31 m de hauteur, et la selle monobloc non réglable se situe à 855 mm du sol. Deux dernières informations à connaître, c'est la taille du réservoir qui est dans la moyenne haute pour un trail de moyenne cylindrée avec 20 litres de capacité, et pour ce qui est du poids de cette moto, on est à 230 kg tout plein fait. J'ai pu confirmer la valeur tout plein fait annoncée par Suzuki sur mes balances de test et voir au passage que la répartition des masses était bien conçue avec 120 kg sur la roue arrière et 110 kg sur la roue avant, soit une répartition des masses de 52% sur l'arrière et 48% sur l'avant. C'est bien équilibré et vous allez voir dans la suite de cet essai qu'il y a un vrai décalage entre le poids ressenti et le poids réel de cette moto. Du côté équipement fourni de série sur cette 800DE, Suzuki n'est pas parti vers une débauche de technologie et d'équipement haut de gamme, mais a préféré se concentrer sur l'essentiel pour la conduite sur route et en chemin, avec presque tous les incontournables que l'on attend sur une moto récente, à savoir une bulle courte réglable sur 3 niveaux à l'aide d'un tournevis. Cela fait varier la hauteur sur 4 cm environ, donc c'est franchement subtil et pas super rapide à faire, donc on ne fera pas ce changement tous les jours. Cela permettra par contre aussi de pouvoir venir attacher son support smartphone ou GPS sur la barre intégrée sur le support de bulle afin de pouvoir profiter d'une navigation qui reste à portée du champ de vision, et ça c'est bien pratique. Il y aura aussi des pare-mains, ou plutôt comme d'habitude en réalité des pare-vents. C'est suffisant pour se protéger du vent sur la route, mais privilégiez des vrais pare-mains renforcés si vous faites du tout-terrain, car cela risque de casser facilement. Le sabot moteur plastique sera quant à lui par contre assez robuste pour un modèle de série toute proportion gardée, grâce à la construction de la moto et de ses barres de cadre passant devant et sous le moteur, sur lesquelles le sabot s'appuie et s'accroche. On peut donc poser la moto sur le sabot, ça ne pliera pas. On notera aussi la présence de trous de fixation bien positionnés pour les crash bars proposés par Suzuki en option, ce qui promet des modèles bien robustes de ce que j'ai pu en voir en photo. J'apprécie aussi le fait qu'il y ait d'origine une bavette pour protéger l'amortisseur des projections et de la boue, et une grille de protection sur le radiateur. Elle est en plastique certes, mais c'est toujours mieux que rien. Le garde-boue avant est suffisamment haut pour éviter que la boue ne s'accumule dedans, et il est démontable sur sa partie centrale seul, si on le souhaite, sans devoir donc nécessairement retirer les protections de fourche. Ceux qui vivent dans des régions où il y a souvent de la boue apprécieront. Les repose-pieds ont des caoutchoucs démontables pour libérer l'accès aux crampons situés en dessous, mais il faut là aussi sortir les outils avec la clé d'8 pour y accéder. C'est un peu frustrant car l'on ne pourra pas passer en fait d'une configuration à l'autre en une minute, simplement en retirant les caoutchoucs avec ses mains, comme cela peut être le cas sur de nombreux modèles de repose-pieds. On aura également de série un quick shifter permettant de monter et descendre les rapports sans toucher à l'embrayage, et un éclairage entièrement à LED, aussi bien les feux avant que les feux arrière et les clignotants. Tout est très compact au niveau de cet éclairage, ce qui est un bon point pour limiter la casse en cas de projection de cailloux par la moto ou le véhicule devant soi, ou encore en cas de chute en tout terrain. Enfin, au niveau du poste de pilotage, il y aura un levier de frein réglable en profondeur, mais pas de réglage côté embrayage, c'est dommage. Il y aura aussi une prise USB-A d'intensité 2 A sur le côté gauche du tableau de bord, et un écran TFT de 5 pouces que l'on connaît puisque c'est le même que celui de la V-Strom 1050 et de la GSX 8S. Je le trouve très bien car il est à la fois compact, simple à manipuler et il affiche tout ce qu'il faut, à savoir la vitesse, le rapport engagé, si le quick shifter est activé, le régime moteur, la température extérieure, la tension de batterie, l'odomètre, la jauge à essence, les informations sur le contrôle de traction, le mode moteur et le mode ABS, l'heure, et l'on a aussi une ligne qui peut varier en affichage grâce au bouton haut et bas sur le commodo de gauche, afin de montrer d'autres informations comme les 2 trips kilométriques avec la consommation moyenne, l'autonomie restante et la consommation instantanée. Franchement, il ne manque rien, c'est super efficace et il y a aussi 2 modes d'affichage jour ou nuit dont la bascule peut être automatique
ou bloquer dans un mode selon ses préférences. Sur les différents modes de conduite et assistance électronique, tout se gère grâce au bouton mode sur le commodo de gauche qui permet alors de modifier le contrôle de traction qui est réglable sur 5 niveaux, mode 3 s'il pleut ou si c'est très glissant, mode 2 pour la conduite de tous les jours, mode 1 lorsque l'on veut rouler de manière sportive, off pour tout désactiver, et mode G pour gravel qui permet de limiter la glisse de la roue arrière mais de manière plafonnée afin de permettre tout de même un dérapage d'accélération mais sous contrôle, ce qui contribue à conserver un bon niveau de traction et d'accélération sur les surfaces meubles ou glissantes. Sur les modes de conduite, il y a 3 niveaux qui viennent faire varier la sensibilité de réponse de la poignée de gaz. C'est tout, rien de plus, ce ne sont pas des cartographies différentes. On a ainsi le mode C qui est le mode le plus doux afin de rendre la moto moins réactive et moins agressive, ce qui sera intéressant s'il pleut ou si c'est glissant. Le mode B qui correspond plus au mode de tous les jours avec une réponse plus linéaire, sympa et franche. Et enfin, on a le mode A qui est le mode sport en quelque sorte, avec une poignée de gaz qui est super réactive et attaquante, qui sera parfaite pour se faire plaisir. C'est vraiment le mode le plus fun de la moto et c'est ce mode qui révèle la vraie nature de ce nouveau moteur à son plein potentiel. Et dernier élément de réglage, eh bien, on a les 3 niveaux d'intervention de l'ABS avec le mode 2 qui est le mode le plus intrusif, le mode 1 qui est le moins intrusif et le mode off qui vient alors désactiver l'ABS à l'arrière mais pas à l'avant puisque l'ABS n'est pas désactivable à l'avant sur cette moto. Bon, vous l'aurez compris, il faut se repérer un peu au début entre tous ces acronymes et ces numérotations, mais l'on s'y fait vite et il ne m'a fallu que quelques heures pour m'en accommoder car c'est là aussi simple et rapide de passer d'un mode à l'autre, surtout qu'on peut tout faire en roulant. À aucun moment on est obligé de s'arrêter pour pouvoir activer quelque chose. Donc ça c'est quand même super pratique comparé à d'autres motos concurrentes. En termes de rangement, il y aura un porte-paquet plutôt large qui permet d'installer un sac de selle et sous la selle, on disposera d'un espace suffisamment important pour ranger un mini-U ou un bloc-disque ou des chambres à air ou encore sa trousse à outils. Il y a une micro-trousse à outils montée sur le support de l'ECU, mais je ne pense pas que vous irez très loin avec ça. Et tant qu'on y est ici, on pourra aussi noter que les fusibles et batteries sont facilement accessibles. La batterie n'est d'ailleurs pas une batterie lithium, donc il y a moyen de gagner un peu de poids ici. Et surtout, j'ai pu constater que la boîte à air est très simple à ouvrir. Il y a 2 vis en fait à démonter sous cette petite zone en caoutchouc et c'est tout. Après, on a un accès direct au filtre à air. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour ce faisant du tout-terrain, car cela permet de nettoyer la poussière incrustée sur le filtre très rapidement, ce qui simplifie grandement cette maintenance non négligeable. Et voilà, ça y est, on a fait le tour des équipements de série. Je trouve que l'équipement est amplement suffisant et au final, la seule absence qui me semble vraiment dommage, c'est le régulateur de vitesse. Cela aurait été bien de le proposer juste en option, pas forcément de série pour ceux intéressés par cette fonction, surtout qu'en plus la moto a une poignée d'accélérateur électronique, donc il n'y a rien qui empêche de mettre cet élément sur cette machine. D'ailleurs, si on la compare à la V-Strom 1050, on voit très bien que ce sont les mêmes commodos que la 1050 sur la 800DE, mais sans l'écriture de régulateur à gauche, et sans le bouton d'activation du régulateur à droite. Donc pour ceux qui sont habitués à cet équipement de confort, vous aurez peut-être du mal à vous en accommoder. En revanche, si vous souhaitez une grande bulle touring ou une béquille centrale pour la rendre plus typée trail axée route, eh bien ça c'est disponible au catalogue d'options de chez Suzuki et l'on verra sûrement dans les prochains mois plein d'accessoiristes s'emparer également du sujet. Abordons maintenant l'usage sur route de ce nouveau trail japonais et ce qui m'a marqué au final, c'est son centre de gravité étonnamment bas et la vitesse à laquelle je me suis retrouvé très à l'aise dessus pour la conduire. Pour être honnête, je m'attendais à une moto un peu plus pataude du fait de son poids de 230 kg et de son réservoir de 20 litres, mais en fait, ce n'était absolument pas le cas. Il y a une réelle dissonance entre le poids sur la fiche technique et le poids ressenti sur cette 800DE. On sent que Suzuki a particulièrement soigné l'équilibre et la répartition des masses de cette machine et les ingénieurs ont réussi à amener le centre de gravité suffisamment bas sur cette moto pour donner l'impression qu'elle est 20 kg plus légère. À vous de me croire ou non, mais je pense qu'il faut l'expérimenter soi-même pour le constater. En tout cas, rien que sur le relevé de moto de la béquille, entre deux motos faisant par exemple toutes les deux 230 kg, à savoir une Tiger 800 XECA dont l'architecture a été conçue en 2010 et une 800DE de 2023, la 800 XECA semble bien plus lourde et est plus difficile à relever que la 800DE. On a le même poids sur la balance, mais le poids des années diffère avec 13 années qui les séparent et cela se ressent clairement. Comme quoi, fonder son raisonnement sur une fiche technique peut nous jouer des tours. La moto se manipule en tout cas très facilement sur les manœuvres à la poussette ou à basse vitesse, et c'est un vrai plaisir de s'amuser à la tenir en équilibre au ralenti. Côté sonorité moteur et performance, ce nouveau bicylindre parallèle n'a pas une sonorité qui restera dans les mémoires. Le son est sympa mais sans plus. Au moins il n'est pas désagréable, il n'est pas trop bruyant, ce qui permettra de rouler dans des chemins en se faisant discret,
et il me fait beaucoup penser en fait à la sonorité du bicylindre en V V-Strom 650 norme Euro 5 qui n'était pas non plus transcendante. Je vous laisse écouter cela. En revanche, niveau performance sur le 0 à 100, le moteur est particulièrement efficace en mode A avec un couple moteur qui débarque très tôt et qui permet de ce fait de belles accélérations. Comme ça, vous l'avez vu, 0 à 100 en 4 secondes 30. Pour un moteur de 84 chevaux, c'est propre et cela offre déjà de belles sensations, bien suffisantes pour nos contrées françaises aux vitesses limitées. Avec le mode A, la réponse des gaz est vive et réactive, on sent la puissance arriver très vite et j'ai beaucoup apprécié ce mode moteur pour arsouiller sur les petites routes. Je me suis senti bien connecté avec la poignée de gaz et en confiance au guidon de cette moto. La grosse majorité du couple est disponible entre 3000 et 7000 tours minute, ce qui n'oblige pas à devoir cravacher le moteur pour se faire plaisir et je trouve cela pertinent car c'est efficace sans que cela ne soit non plus trop pousse au crime pour son permis comme je l'avais expérimenté avec la KTM 890 Adventure qui était beaucoup plus agressive dans son style de pilotage. Le moteur est progressif, prévisible et linéaire, ce qui facilite sa maîtrise et sa compréhension en toute situation. On ne sera jamais surpris par un coup de pied aux fesses à partir d'un certain régime moteur, donc certains apprécieront cet aspect efficace, lisse et fonctionnel, c'est mon cas par exemple, mais si vous aimez les moteurs explosifs, un peu capricieux et très énervés, elle ne sera alors pas faite pour vous. Inconvénient par contre de ce mode A, il n'est pas très souple et il faudra jouer de l'embrayage pour les reprises à moins de 3000 tours minute à basse vitesse, ou simplement jouer de la boîte lorsque l'on ralentit, sinon elle aura tendance à cogner à très bas régime. Si vous souhaitez plus de souplesse moteur, il faudra alors basculer sur les modes B ou C, qui seront plus adéquats pour la conduite coulée ou plus paisible. En effet, en mode B ou C, la moto reprend entre 2 et 3000 tours minute sans trop cogner, même si cela reste un bicylindre, donc cela n'aura pas la souplesse d'un 3 ou 4 cylindres. Je ne l'ai pas trouvé moins souple que le moteur de la Yamaha Tenere 700, et je l'ai trouvé par contre plus souple que le moteur de la KTM 890 Adventure. Quoi qu'il en soit, j'ai certes beaucoup utilisé le mode A pour m'amuser le week-end, mais au quotidien, j'ai surtout utilisé le mode B, car il apportait assez de dynamisme et de réactivité pour être fun et sympa sur petite route, tout en restant assez souple pour être agréable en ville et dans les petits villages. Le mode C est vraiment mou et peu réactif, donc je ne m'en suis que peu servi, mais il reste intéressant pour la conduite sous de grosses pluies, sur la neige, le gel ou encore dans la boue. La sensibilité des gaz très progressive permettra alors de bien doser son accélération afin d'être précis au niveau motricité sur sol meuble ou glissant. La boîte de vitesse est douce et précise, les rapports se passent sans forcer, aussi bien avec l'embrayage à câble qu'avec le shifter. Je n'ai pas eu de souci de faux points morts ou de boîte qui saute à signaler. Mention très bien par contre pour le shifter qui fonctionne parfaitement aussi bien pour monter que pour descendre les rapports, et ce même à bas régime jusqu'à 3-4 000 tours minute. La manipulation du levier d'embrayage pourra par contre tirer un peu sur les doigts si vous jouez avec plusieurs minutes d'affilée, comme j'ai pu le constater en roulant sur le point de patinage dans un chemin rempli d'herbe humide pendant plus de 15 minutes. Il n'est pas très assisté, donc cela a tendance à fatiguer le poignet s'il est longtemps sollicité, mais en usage en ville, cela ne m'a pas dérangé ou gêné, donc je pense que cette fatigue ne se produira que dans des conditions bien spécifiques. Tant que l'on parle de l'usage en ville, j'ai trouvé que le moteur chauffait peu, même si l'on roule à basse vitesse. Je n'ai vu que très rarement le moteur dépasser les 100 degrés et donc les radiateurs ne se sont pas souvent déclenchés. Bon ok, il faisait 20 degrés maximum durant ma période de test en avril, mais c'est de bon augure pour quand il fera plus chaud. J'ai pu confirmer aussi lors d'un roulage de 4 heures à une vitesse moyenne comprise entre 10 et 30 km/h durant une matinée de bénévolat pour aider à la sécurité d'un semi-marathon sur Lausanne près de Lille appelé les Foulées d'Isidore. J'avais la moto couleur jaune sécurité avec cette 800 DE, donc c'était nickel, pas besoin de porter de gilet jaune, et la moto s'est très bien comportée. Aussi bien au niveau gestion de la chauffe que sur la discrétion du moteur à bas régime ou sur les roulages à basse vitesse, l'échappement est silencieux et le moteur ne vibre pas. Elle a été très agréable et s'est faite oublier, me permettant de me concentrer sur la mission d'encadrement de la course. Le rayon de braquage est d'ailleurs assez faible puisque j'ai pu faire demi-tour dans une rue sans devoir manœuvrer et les dodans sont bien absorbés par la suspension, donc pour un usage en ville en mode B ou C, c'est royal au global. Sur départemental et dans les petites routes à virage, on savourera son côté naturel et équilibré qui permettront de la faire basculer de gauche à droite dans les virages sans forcer. Elle a une bonne neutralité, reste précise dans les virages malgré sa roue de 21 pouces ainsi que ses grands débattements de suspension, et son guidon droit assez large permet d'avoir un bon bras de levier.
Je l'ai autant apprécié en fait que ma Tiger dans cet environnement, et mon road trip d'une journée jusqu'au lac du Val-Joli près de Maubeuge a été un vrai plaisir et n'a pas du tout été fatigant. On remarquera tout de même que le freinage est très progressif et n'a pas un gros mordant. Suzuki semble avoir fait le choix de proposer un levier de frein qui ne freine pas fort sur les premiers millimètres de course, et il faudra serrer le levier pour obtenir le maximum de freinage. Il ne manque pas de puissance car cela freine comme il faut si l'on tire bien sur le levier, mais il ne sera pas aussi mordant que sur d'autres trails plus typés routiers. C'est un freinage typé trail polyvalent afin d'avoir une bonne précision dans le dosage de freinage dans les chemins. Je n'ai pas non plus constaté de vibrations dérangeantes dans ces plages d'utilisation allant de 50 à 90 km/h, mais si vous souhaitez mettre la 5e pour enrouler sur un unique rapport les routes à 80 et les villages à 50, il faudra passer sur le mode B ou C, car le mode A n'appréciera pas trop de rouler en 5e à 80-90, ce qui ne sera pas le cas en mode B et C, où là ce sera totalement exploitable. Côté position de conduite et usage sur autoroute, on est bien installé avec un dos droit et des bras légèrement penchés, sans appui de posture sur les poignets, et la selle est à la fois ferme et confortable, ce qui est à mon goût et m'a permis d'enchaîner 8 heures de conduite sur la moto dans une journée sans douleur particulière. Son plus gros point faible au final sera selon moi la protection au vent qui n'est clairement pas fantastique avec la bulle d'origine. Peu importe la position, j'ai toujours le vent qui m'arrive au milieu de l'écran et j'ai aussi les bras bien exposés. Les cuisses et les genoux parviennent à se cacher derrière le réservoir, mais vos mollets et vos pieds seront exposés comme sur bon nombre de trails. Cette bulle protégera le buste sur autoroute, ce qui est déjà bien vu sa taille, et offrira une protection au vent agréable en ville et sur petite route, mais à haute vitesse, cela dépasse ses limites. Une bulle un peu plus grande de série n'aurait donc pas fait de mal car je pense qu'une bonne partie des utilisateurs de cette 800 DE ne vont pas l'utiliser en chemin. Les bulles courtes c'est stylé et c'est cool en tout terrain pour avoir plus d'amplitude de mouvement, mais sur route l'intérêt est plus limité et vous devrez donc si vous faites beaucoup d'autoroute passer par la case option ou accessoiriste pour vous équiper d'une bulle haute. Et c'est l'un des seuls éléments avec le régulateur de vitesse qui lui manque pour pouvoir enquiller des bandes dans ces conditions, puisque pour le reste, elle est tout à fait à l'aise sur l'autoroute. Le moteur ronronne à 5800 tours minute à 130 km/h en 6ème, les reprises moteurs sont très bonnes en 6ème en mode B, aussi bien à 90 qu'à 130 km/h pour doubler. La moto vibre un peu au niveau des repose-pieds de la selle à 130, mais rien à signaler au niveau du guidon, donc c'est carrément acceptable et supportable sur de longues heures autoroutières. Donc c'est dommage et personnellement j'aurais plutôt mis de série la bulle haute et en option la bulle courte vu le profil moyen du motard en trail. Parlons maintenant de l'éclairage de nuit et du système d'éclairage ultra compact de cette moto qui me laisse un bilan mélangeant à la fois contentement et frustration. Tout d'abord, je parle de contentement car j'ai été assez impressionné par la puissance et la largeur d'éclairage du feu de croisement malgré sa petitesse. On a un cône d'éclairage bien net et défini dans lequel on voit très bien. Il offre une belle largeur et une profondeur honorable, mais par contre, la surface lumineuse est très nettement marquée, ce qui fait que l'on ne voit que dans la zone d'éclairage. Il n'y a pas en fait de diminution progressive de la luminosité sur les côtés du champ de vision. Ensuite, j'évoque aussi la frustration car mon premier ressenti avec le feu de route a été très positif car il éclaire fort et très loin au centre du champ de vision, un peu au final comme un feu longue portée qui éclaire loin, fort mais dans une largeur de faisceau assez faible. Puis au premier virage, eh bien c'est là où la frustration apparaît car la moto penche et en fait la seule zone non éclairée par le feu de route du fait de son angle d'éclairage restreint, c'est la suite du virage. Donc en ligne droite, le feu de route est top et cela permet de voir au loin les obstacles, mais en virage par contre, il y a un trou noir qui vous incitera à monter un éclairage additionnel si vous roulez beaucoup dans le noir total sur des routes viroleuses. Donc le ratio performance du feu comparé à sa taille est vraiment étonnant, mais j'aurais bien aimé que le feu de route nous éclaire un peu plus en largeur. Abordons maintenant l'usage en duo, même si, vous le savez, je ne roule jamais avec un passager ou une passagère. Pour autant, je teste et j'analyse quand même en me filmant en position sur les deux sièges et en mettant en superposition les deux vidéos filmées. On peut ainsi voir que le passager sera correctement logé, avec une selle suffisamment épaisse, profonde et large, des poignées accessibles et de belle taille, et des repose-pieds en caoutchouc. Les jambes sont assez écartées en revanche, donc si vous êtes souple comme une barre de fer, vous ne serez peut-être pas forcément super à l'aise, mais à part ce point, j'ai trouvé que la moto était accueillante en duo pour un trail de moyenne cylindrée. Idem au niveau performance, je pense que le couple et la puissance délivrée par ce moteur seront suffisants pour tracter deux personnes plus top case plus valise latérale sans avoir l'impression de se retrouver avec une moto asthmatique. Ça ne vaudra bien sûr pas un maxi trail de plus de 100 chevaux niveau patate, mais pour rouler normalement, cela devrait faire le job. Attaquons maintenant l'autre pan pour lequel cette moto a été pensée, il s'agit de l'usage en tout terrain. Et là-dessus, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai été bluffé par ses qualités de baroudeuse, surtout au niveau châssis et suspension. Comme sur route, je me suis senti très vite en confiance debout sur les repose-pieds.
La moto ne fait pas peur à vrai dire, elle n'est pas trop puissante, le couple est présent mais est distribué de manière linéaire, le freinage est progressif, bref, il y a un côté très naturel à l'utilisation dans les chemins. Avec mon 1,83 m, j'ai les pieds bien à plat à l'arrêt, mais je pense que même une personne de 1,70 m pourra être à l'aise malgré ses 855 mm de hauteur de selle, grâce à la finesse de la selle sur la partie avant près du réservoir. Ça permet donc de pousser assez facilement la moto si l'on vient se tanker ou si l'on a besoin de se rééquilibrer, et il n'est pas trop compliqué de passer la jambe par-dessus la selle. Et si vous trouvez quand même la position trop haute ou trop basse, une selle rabaissée et une selle rehaussée sont disponibles au catalogue d'accessoires de Suzuki. La position debout est quant à elle un peu penchée vers l'avant et légèrement recroquevillée. Le guidon permet de bien ressortir les coudes, soit la bonne posture en tout terrain. Et cela se confirme à l'usage car l'équilibre et la partie cycle sont un régal aussi bien dans les passages lents et glissants que dans les roulages plus rapides venant mettre en contrainte la suspension. Je suis sûr que dans les commentaires, certains vont me trouver un peu trop dithyrambique, mais je m'en fous, je l'ai essayé dans les chemins de ma région et je l'ai juste kiffé quoi. J'ai vraiment l'impression en tout cas qu'ils ont mis une grosse partie du budget de cette moto dans la fourche et l'amortisseur, car ils sont vraiment performants en regard du prix de vente de cette 800DE. On peut tout régler à son goût sur chaque élément de suspension, et l'absorption des bosses et des chocs est super fluide, sans talonnement pour mes 75 kg habillés. Je vous précise mon poids parce que ce sera forcément différent pour un motard de 100 kg. Après, si vous trouvez que ce que je vous montre dans la vidéo n'est pas assez difficile ou technique, je vous invite à aller voir la vidéo de Tom Barrer où il découvre pour la première fois sa Vestrom 800DE et dans laquelle on le voit bien mettre en contrainte la suspension d'origine, le tout filmé au ralenti, ce qui permet de voir à quel point l'ensemble de la partie cycle travaille efficacement. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce ne sera pas la moto la plus extrême pour du off-road, qu'on soit d'accord, car elle n'a pas le plus de garde au sol, de débattement ou de performance, du fait de sa polyvalence route-chemin assumée, mais elle est dans la bonne moyenne, et quand je vois ce que certains comme Tom arrivent à faire avec, je me dis qu'il y a déjà de quoi bien s'amuser. Là aussi, je vais sûrement faire polémique et en faire réagir certains, mais je l'ai trouvé plus équilibré et doté d'un centre de gravité plus bas qu'une Yamaha Ténéré 700, et légèrement moins équilibré qu'une KTM 890 Adventure, ce qui m'a permis d'être à l'aise tout en restant debout dans les passages boueux ou glissants du fait de ces satanés pneus route montés de série qui sont bons pour rouler sur route et sur des chemins secs tout au plus, mais pas pour des conditions un peu trop extrêmes en tout terrain. Sur la partie électronique en tout terrain, le mode gravel est efficace tant que le chemin n'est pas trop meuble pour optimiser la motricité, mais si vous arrivez dans du gros sable ou de la grosse boue bien molle et collante, je trouve alors que le contrôle de traction désactivé sera plus efficace, surtout si vous avez des gros crampons. Et pour ce qui est de la gestion des modes moteurs, contrôle de traction et ABS, sachez que si vous coupez la moto avec l'ABS et le contrôle de traction désactivé, et que vous la redémarrez, le contrôle de traction reste désactivé, mais l'ABS se remet en niveau 1 en raison d'une obligation légale, donc cela fait un seul paramètre à désactiver à nouveau quand vous redémarrez la machine. Mais surtout, point le plus notable, il est possible sur cette 800DE de désactiver et activer l'ABS ainsi que le traction control en roulant, simplement en arrêtant d'accélérer lorsque l'on fait la manipulation de bascule. Sur beaucoup de trails, comme par exemple ma Tiger 900, il faut s'arrêter pour pouvoir faire cette opération. Ici, ce n'est pas le cas et l'on peut comme ça réactiver l'ABS et le traction control en sortant de sa section tout-terrain, le tout sans s'arrêter, et ça franchement, c'est trop bien. Enfin, sur la partie chute et relevage de la moto, de série, la moto est quand même bien exposée en cas de chute, notamment au niveau du pare-main tout plastique qui plie seulement juste en posant la moto, et de l'écope qui ressort elle aussi assez fortement. Donc si vous souhaitez faire du chemin un peu engagé, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir au minimum dans des pare-mains renforcés, comme les Barkbuster VPS, et une paire de crash bars comme ceux proposés par Suzuki, pour éviter de tout casser. Ensuite, pour ce qui est de relever cette 800DE, avec son poids placé assez bas, je l'ai trouvé facile à relever, même avec ses 20 litres d'essence chargés, comme c'est le cas sur ces images. Une fois encore, c'est mon ressenti, mais je n'ai vraiment pas eu l'impression de relever une moto de ce poids grâce à sa masse positionnée bas. J'étais à l'aise pour la soulever, je l'ai même fait plusieurs fois comme ça pour rigoler, alors que je suis clairement loin d'être un Golgoth niveau carrure. Après, les seuls bémols que j'aurais à signaler seraient plus sur les choix de conception de certains éléments, comme le sélecteur et la pédale de frein qui ne sont pas repliables. Franchement, c'est dommage et il faudra donc attendre qu'un accessoiriste nous sorte cela. Et je regrette aussi le fait que le pot d'échappement se fixe sur une patte de fixation qui est soudée à la boucle arrière et non vissée. De ce fait, si sur une chute vous pliez et cassez cette partie, il faudra changer la boucle arrière complète. C'est toujours bien moins pire que la Ténéré 700 ou la nouvelle Transalp qui ont une boucle arrière soudée au cadre moteur, ce qui obligera à changer tout le cadre si l'on casse la patte de fixation du pot d'échappement ou si l'on plie la boucle arrière, mais c'est quand même regrettable de ne pas avoir fait une fixation d'échappement boulonnée, surtout que le souci est bien connu avec la Ténéré 700 qui a ce défaut.
Autre registre important à connaître, c'est la partie consommation de carburant, autonomie et fréquence plus coût des révisions sur cette 800DE. Niveau consommation, Suzuki annonce une consommation officielle de 4,4 litres au 100 km, ce qui fait en théorie une autonomie de 450 km avec ses 20 litres de carburant. De mon côté, dans la réalité, sur un usage mixte ville plus petite route plus autoroute plus chemin, je suis en moyenne à 4,9 litres au 100 km et si je roule en mode sport bien dynamique, un peu débranché, je monte à 5,4 litres au 100 mais pas plus. Ce qui fait en réalité une autonomie plutôt comprise entre 350 et 400 km, ce qui est dans la bonne moyenne pour un trail de moyenne cylindrée. Niveau révision, ces dernières se font tous les 12 000 km ou un an, et comme d'habitude chez Suzuki, le tarif de ces entretiens sera variable selon les concessions, puisque Suzuki indique un nombre d'heures pour faire la révision, mais le coût horaire est géré par les concessionnaires. Quoi qu'il en soit, de ce que j'ai pu en échanger avec plusieurs concessions, on sera globalement dans les 200-250 € sur la révision tous les 12 000 km, et dans les 400-500 € pour la révision tous les 24 000 km. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner les prix près de chez vous dans les commentaires si vous connaissez le prix de l'entretien de la 800DE chez votre concessionnaire favori, ce sera utile pour tout le monde. Et pour ce qui est de la durée de garantie lorsqu'on l'achète en France, celle-ci est de 2 ans, kilométrage illimité. Comme dans mon test de la V-Strom 650 que j'ai sorti il y a quelques semaines, je regrette une fois encore que Suzuki ne pousse pas la garantie à 5 ans comme le fait déjà Honda France. Cela serait un beau gage de confiance dans la qualité de leur machine et vu la réputation de fiabilité des motos de la marque, je ne pense pas que ce serait un gros risque financier pour eux de faire cela. Peut-être que cela arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est 2 ans. Dernière partie à aborder avant de conclure, ce sont les coloris plus prix de cette V-Strom 800DE et un rapide comparatif avec la concurrence. Côté coloris et prix, la 800DE sera proposée au prix public de 11 499 € en 3 coloris, jaune et violet, jante dorée, gris et jaune, jante noire, noir et violet, jante dorée. Après, il n'y a pas de réelle option ou d'autres versions de la moto, juste des accessoires supplémentaires classiques tels que la bagagerie, des selles ou encore des protections. Enfin, en ce qui concerne le comparatif avec la concurrence que vous appréciez tant à chaque fois, j'ai fait le choix cette fois de ne sélectionner que des trails avec une roue de 21 pouces à l'avant et en 17-18 pouces à l'arrière afin de ne garder que les modèles à comportement similaire et aux ambitions de polyvalence roue de chemin. J'ai privilégié les motos de moins de 100 chevaux et de moins de 1000 cm3, restant idéalement dans des tarifs compris entre 11 000 et 15 000 €, même si je ne pense pas que le client visant une Ducati Desert X soit réellement intéressé par une 800DE, car l'écart de prix est énorme entre les deux, mais sait-on jamais. On peut ainsi constater que la 800DE est plutôt bien placée en regard de son niveau d'équipement. Je vois d'ailleurs souvent les gens et les journalistes la mettre en face à face de la Honda Transalp, mais pour moi ce n'est pas sa plus grosse concurrente, car j'ai trouvé la Transalp plus axée routière que la 800DE. Il y a plein de choix que je ne vais pas détailler ici sinon ce serait trop long, qui ont été faits justement par Honda pour qu'elle soit plus typée route afin aussi de ne pas faire trop d'ombre à l'Africa Twin. J'espère d'ailleurs pouvoir vous proposer un essai de cette Transalp dans les prochains mois. Donc non, pour moi, ses plus grosses concurrentes seront la nouvelle KTM 790 Adventure, là qui vient de sortir, et qui est une version aux normes Euro 5 de l'ancienne 790, le tout fabriqué en Chine pour baisser les coûts, et sa deuxième grosse concurrente sera selon moi la Aprilia Touareg. La 790 est en effet moins équipée de série. Il faudra par exemple repasser à la caisse pour pouvoir débloquer l'option logicielle en concession pour avoir le shifter. Mais cette 790 offre un tempérament sportif et une excellente partie cycle qui pourra beaucoup plaire, le tout à prix presque équivalent. Et pour ce qui est de la Touareg, elle sera 500 € plus chère, donc il faut quand même les sortir, on n'a pas tous ce budget en rab, mais elle aura des équipements supplémentaires de série bienvenus, comme les jantes tubeless ou encore le régulateur de vitesse. Elle sera par contre moins coupleuse, moins puissante, et il faudra aller la chercher plus haut dans les tours que la 800DE, ce qui ne plaira clairement pas à tout le monde, et c'est une Aprilia, non une Suzuki, donc le réseau de concessionnaires et la réputation de fiabilité de la marque sera différent. Mais c'est vrai que si vous accrochez sur le look de cette Touareg, eh bien c'est une concurrente non négligeable. En tout cas, je trouve vraiment que cette 800DE se situe dans ce fameux milieu que j'apprécie tant, à savoir une moto pensée aussi bien pour le chemin que pour la route en mode 50-50, un peu comme la Tiger 900, la Norden 901 ou la Desert X, sauf qu'elle est beaucoup moins chère que les autres. Les concurrentes les plus directes en termes de prix seront quant à elles sur des positions plus prédisposées avant tout off-road pure, comme par exemple la Ténéré 700 ou encore la Touareg, et d'autres concurrentes seront quant à elles plus pensées en premier pour les performances sur route comme la nouvelle Transalp ou encore la F850 GS. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera mauvais en chemin, c'est juste que par rapport aux autres, la génétique est différente. Après, comme toujours, je vous ai balancé des chiffres et des graphiques, mais ça ne vaut rien face à votre avis et votre choix. Je fais cela juste pour vous ouvrir l'esprit, vous faire découvrir les autres choix possibles
Et après, c'est à vous d'aller chez les concessionnaires et de tester vous-même chaque moto sur lesquelles vous avez des atomes crochus. Ce que moi ou les journalistes racontons, cela n'aura pas du tout la même valeur que vos goûts et préférences personnelles. En conclusion, cette Vestrom 800DE, c'est une très belle surprise qui demande à être essayée pour être crue et comprise. J'ai vraiment été sous le charme de l'ensemble qui crée un cocktail global plaisant au quotidien, en balade ou encore en tout terrain. C'est typiquement le genre de trail qui intéressera ceux aimant avoir un peu de technologie dans leur moto, sans non plus aller dans l'extrême débauche. On sent en tout cas que le budget et le travail des ingénieurs, il a été investi dans les éléments essentiels, à savoir un moteur qui est coupleux, souple et facile d'accès, pour un 800 bien évidemment, toute proportion gardée, un très bon ensemble de suspension et une électronique simple mais pratique. La seule chose qui m'a manqué en fait à plusieurs moments, c'est le régulateur de vitesse, car c'est une moto qui permet de rouler beaucoup et longtemps. Donc si un jour ils se décident à l'ajouter ou le proposer en option, je pense qu'elle pourra même alors commencer à venir taper sur des modèles bien plus chers. Le côté versatile est en tout cas bien présent, puisque l'on peut tout à fait ne faire que de la route avec cette dernière, mais l'on sent clairement que cette Vestrom 800DE, contrairement aux modèles 650 et 1050 XT, essaye de viser les motards recherchant de la polyvalence afin de pouvoir faire aussi bien de la route que du chemin dans de bonnes conditions. Est-ce que ce sera donc la meilleure moto en tout terrain? Non. Est-ce que ce sera la meilleure moto sur route? Non plus. Aura-t-elle alors la meilleure fiche technique pour plaire aux grands véhéments du clavier sur les réseaux sociaux? Encore non, et c'est tout l'intérêt. On est vraiment sur un trail 50% route, 50% chemin, qui s'en sort très bien en toute situation, sans jamais en fait être la première de sa catégorie. Et pour moi, c'est l'essence même du trail et de la notion de polyvalence. Par conséquent, je pense que cette 800DE aura un bel avenir et devrait séduire pas mal de motards, pour peu que ces derniers prennent le temps d'aller la tester pour se faire un vrai avis et ne pas juste lire une fiche technique ou seulement écouter des personnes en vidéo comme moi par exemple. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager pour cet essai complet de la Vestrom 800DE. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à toutes vos questions, ou en tout cas à un maximum de ces dernières. N'hésitez donc vraiment pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, ça m'aide vraiment énormément. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour le référencement et pour me donner aussi votre avis sur cette moto, si vous l'avez testée bien évidemment. Parce que clairement, ce sont les avis des gens qui l'ont essayé et roulé qui sera utile pour les autres qui liront les commentaires. N'hésitez pas également, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Et si vous avez apprécié ces tests et que vous souhaitez me soutenir financièrement pour que je puisse continuer ce travail de fond sur ces différents essais, n'hésitez pas à me soutenir pour le prix d'un café par mois grâce au bouton que je vous mets juste là. Vous allez voir, vous avez accès à plein de petits trucs cool supplémentaires. N'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!